Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette toute première vidéo de la mini-série explicative sur le sujet des déchets électriques et électroniques. Vaste sujet mais ô combien intéressant, car on va le voir, ce sujet il soulève de nombreuses problématiques et je vais tenter de vous y introduire. C'est parti. L'idée de cette vidéo, c'est de faire un constat de la situation actuelle tout en vous présentant certaines notions afin que vous cerniez au maximum les enjeux du problème. Tout d'abord, la question peut paraître bête, mais qu'est-ce qu'un produit électrique et électronique? Au sens du Code de l'environnement, on entend par équipement électrique et électronique, je cite, tous les équipements qui fonctionnent à l'électricité ou via des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs. En bref, ce qu'on va retenir de cette définition, c'est qu'il s'agit de tous les appareils qui disposent d'une alimentation électrique ou d'une batterie. Communément, ce sont nos ordinateurs, nos téléphones portables, nos réfrigérateurs, nos télévisions, nos appareils photo. Pour info, sachez que cette partie du Code de l'environnement correspond à la transcription en droit français de plusieurs directives européennes, à savoir la directive 2002/96/CE qui, elle, est relative aux déchets électriques et électroniques, et à une deuxième directive, la directive 2002/95/CE qui, elle, est relative à la restriction de l'utilisation des produits dangereux. Ces produits électriques et électroniques, quand ils deviennent obsolètes ou défectueux, c'est à ce moment-là qu'on les appelle des déchets. Ces déchets, on les appelle également D3E pour déchets d'équipements électriques et électroniques. En anglais, on parle de e-waste, mais sachez que tout cela, c'est la même chose. Au fur et à mesure du temps, on va voir qu'il y a une consommation grandissante pour ces types de produits et on va voir qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Premièrement, la numérisation s'insère dans chaque aspect de notre vie quotidienne. On peut prendre par exemple l'avènement des smartphones ces dernières années et même plus largement l'augmentation assez conséquente du nombre d'objets connectés. D'après Statistica, ça serait pas moins de 31 milliards d'appareils connectés qui rentreraient en circulation cette année. Pour illustrer cette omniprésence de ces équipements qui nous entourent, il y a une étude qui a été commandée par la filière D3E à Ipsos avec le soutien de l'ADEME et des pouvoirs publics qui révèle que dans chaque foyer français, il y a pas moins d'une centaine d'équipements électriques et électroniques, qu'ils soient utilisés ou non. Selon le type d'habitat, ces chiffres ils varient de 73 pour les appartements à 118 pour les maisons. Au total, cela représente 450 kg par foyer, soit 200 kg par personne. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est que sur les plus de 1500 foyers français qui ont été interrogés, les interviewés pensaient en posséder en moyenne 34, ce qui est environ le tiers de la réalité. Ces équipements, ils sont tellement ancrés dans nos vies qu'on s'en rend même plus compte. Ensuite, il me semble important de mentionner la société de consommation qui est omniprésente à notre époque. Pour la plupart des produits, on retrouve chaque année le dernier modèle qui sort, le dernier modèle à la mode qui sort, qui est soigneusement présenté par les équipes marketing afin de nous vendre les dernières fonctionnalités. Également, il me semble important de mentionner que la durée de vie de ces appareils est de plus en plus courte chaque année. Souvent, quand un appareil ne marche plus ou qu'il est cassé, on ne prend même pas la peine de le réparer. On va préférer les laisser mourir dans un coin ou les jeter à la poubelle pour s'en débarrasser. Il faut savoir que les produits électriques et électroniques sont les produits qui sont le plus durement frappés par la réduction d'usage volontaire. C'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Petite info, la France a été l'un des premiers pays à interdire cette pratique en 2015. Pour en savoir un petit peu plus sur l'obsolescence programmée, je vous invite fortement à aller jeter un coup d'œil sur le site de l'association HOP qui lutte contre cette pratique. C'est une véritable mine d'informations. Pour finir et pour avancer quelques chiffres, il faut savoir que chaque Français change en moyenne de téléphone portable tous les 2 ans, que la durée de vie d'un ordinateur portable est inférieure à 3 ans, et tout cela sans compter des consommateurs qui changent leurs produits électroniques tous les ans à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle qui sort chaque année. Vous en doutez, qui dit consommation dit forcément derrière déchets quand ces produits arrivent en fin de vie. Cette catégorie des déchets électroniques, c'est la catégorie de déchets qui augmente le plus avec une croissance annuelle estimée à environ 5% dans le monde. À l'heure actuelle, selon un rapport des Nations Unies, ce sont pas moins de 50 millions de tonnes de D3E qui sont générées dans le monde. Et ce chiffre, il n'est pas prêt de baisser parce que dans la même étude, si on reste sur cette lancée-là, il est prédit une augmentation jusqu'à 120 millions de tonnes de déchets électroniques d'ici 30 ans. Le chiffre, il est alarmant, mais il devient lourd de conséquences quand on le met en corrélation avec d'autres facteurs. Sur 100% de D3E, il y a seulement 20% de déchets qui sont correctement recyclés.
C'est-à-dire qu'il y a seulement 20% qui sont collectés et recyclés dans le cadre légal. Vous vous en doutez, ça fait pas beaucoup, surtout que ces déchets, ils ont une empreinte écologique qui est très forte en raison des ressources qu'ils ont dû mobiliser durant leur cycle de vie. On parle de ressources en eau, en métaux, en énergie mobilisée, que ce soit pour la conception, la fabrication, le transport, l'utilisation et le recyclage de ces produits électriques et électroniques. Vous allez me dire où sont les 80% restants? La réponse est assez floue. Comme ces produits ne rentrent pas dans le circuit légal, il est difficile d'avoir des chiffres précis. Ce qu'on sait, c'est qu'il existe plusieurs fins de vie pour ces produits. La grande majorité de ces produits vont finir dans des décharges, que ce soit dans le pays où le produit a été consommé ou non. Dans ces décharges, une partie des déchets sera détruite, brûlée, l'autre partie, elle sera recyclée, mais dans des conditions inférieures que si les déchets étaient partis dans le circuit légal. Ensuite, si les déchets restent dans les pays développés, on estime à environ 8% de ces déchets qui vont être tout simplement jetés à la poubelle. De plus, on estime entre 7 et 20% des déchets qui seraient exportés comme des produits de seconde main ou comme des déchets de manière totalement illégale dans d'autres pays. Enfin, et je n'ai pas trouvé de chiffres précis sur cela, mais il y a toute la partie des déchets qui restent chez le consommateur à mourir dans un coin. Il faut bien saisir que le problème est mondial. Pour bien comprendre, il est intéressant de regarder la dynamique du cycle de vie de ces produits. Si on jette un coup d'œil au cycle de vie des produits électroniques, ça donne ça. C'est un schéma simplifié, mais il permet de bien cerner le rôle de chaque étape du cycle de vie et surtout la zone géographique où il opère majoritairement. Chaque étape du cycle de vie de ces produits comporte ses enjeux et ses problématiques, c'est ce qu'on va voir ensemble. Je vais aborder différents points, mais il y a énormément de choses. Si vous voulez creuser par vous-même certains sujets, surtout n'hésitez pas. De mon côté, je vais vous mettre en description plein d'articles, des études, des ressources en général. Donc la première étape du cycle de vie des objets électriques et électroniques, ça va être tout ce qui est la récupération des matières premières. Donc ça va se passer notamment en Afrique, également en Asie. Quelles problématiques on va rencontrer sur cette première étape? Ça va être tout ce qui est difficulté d'extraction des métaux et forcément les conséquences environnementales de cette extraction, car il y a de nombreux produits chimiques qui vont rentrer dans ce processus. Ensuite, associé à ça, on va rencontrer également tout ce qui est les conditions de travail des ouvriers qui ne sont généralement pas bien protégés, travail également qui est peu rémunérateur et dans le pire des cas, tout ce qui est travail d'enfant. Une fois les matières premières récupérées, on va passer donc à la deuxième étape de ce cycle de vie, qui est tout simplement donc la fabrication et l'assemblage de ces produits. Donc majoritairement, ça va être en Asie, notamment la Chine, donc la Chine qui est l'atelier du monde. Les problématiques principales qu'on va retrouver ici, donc ça va être des conditions de travail qui sont difficiles, un travail qui est peu rémunérateur et également parfois le travail d'enfant. Une fois les produits fabriqués, donc ils vont être transportés dans le monde entier, principalement en Europe, qui représente donc le marché le plus important pour ces types de produits. La problématique principale ici qu'on va retrouver, donc ça va être les coûts environnementaux qui sont engendrés par le transport de tous ces produits. Ensuite, pour la quatrième étape donc du cycle de vie de ces produits électroniques, on va retrouver donc toute la partie consommation et utilisation. Donc on a un petit peu parlé, mais les principales problématiques qu'on va retrouver, ça va être tout ce qui est donc la durée de vie courte de ces produits, donc qui est liée à l'obsolescence programmée, également les pièces qui vont être défaillantes, etc. Et enfin, cinquième et dernière étape du cycle de vie de ces produits, donc qui correspond tout simplement à leur fin de vie, donc quand ces produits deviennent obsolètes et qui ne marchent plus. Donc on a vu qu'il y avait plusieurs fins de vie possibles. Dans le meilleur des cas, les produits sont réparés, donc du coup leur durée de vie elle est rallongée et on peut les réutiliser. La deuxième possibilité, c'est qu'on arrive à recycler donc ces produits, on récupère les matières premières qui repartent en Asie et donc du coup on peut en refabriquer d'autres. Ainsi on évite donc le coût environnemental de la première étape qui est un coût environnemental qui est très lourd. Et enfin la dernière possibilité, qui est le pire des cas, ces déchets ils sont envoyés donc, dans des pays peu développés sur fond de trafic et les déchets finissent en décharge ou incinérés. Conscient que les déchets électroniques sont une source importante de pollution et de danger, que ce soit pour l'homme ou pour l'environnement, le recyclage s'organise peu à peu dans de nombreux pays afin de récupérer notamment les nombreux
métaux qu'il y a dans ces déchets. D'un point de vue juridique, il y a un total de 78 pays dans le monde qui ont déjà mis en place une législation pour réglementer ces D3E, ce qui couvre environ 71% de la population mondiale. La plupart du temps, ces législations instaurent le principe de la responsabilité du producteur. C'est-à-dire que ce sont les fabricants, via des filières et des entreprises spécialisées, qui doivent prendre en charge le traitement de leurs propres déchets. En Europe, c'est la directive 2002/96/CE, la directive dont on a parlé tout à l'heure, qui vise à rendre obligatoire la valorisation de ces déchets. Cette directive européenne, elle se base sur la responsabilité des producteurs. Cependant, et paradoxalement, en France, ce sont les particuliers qui financent la filière de traitement de ces déchets électroniques, donc de ces D3E, via l'éco-participation. Vous avez sûrement déjà dû le voir, le logo de l'éco-participation, c'est celui-là. Pour le cas des États-Unis, selon l'EPA, l'Environmental Protection Agency, 70% des ordinateurs et des écrans sont déposés dans des décharges et moins de 20% des produits électroniques sont recyclés. Avant de parler du cas de l'Asie, il faut mentionner la Convention de Bâle. La Convention de Bâle, c'est une convention internationale qui est entrée en vigueur le 2 mai 1992 et qui a pour principal objectif de réduire la circulation des déchets dangereux et notamment dans le sens pays développés à pays en voie de développement. Malgré l'existence de cette convention, la Chine a été historiquement l'un des premiers pays à récupérer ces déchets électroniques pour pouvoir en extraire les matériaux. Vous avez peut-être pu voir certaines photos de nombreux villages qui se sont transformés en décharges électroniques à ciel ouvert, par exemple dans la décharge de Guiyou, dans la province du Guangdong en Chine. On va également retrouver ce phénomène en Afrique, notamment dans la banlieue de Accra au Ghana. Cependant, en 2018, il y a eu une réaction importante de ces pays importateurs de D3E qui s'est enclenchée. Cette année-là, la Chine, qui était jusqu'alors l'un des plus gros importateurs de D3E dans le monde, a décidé d'interdire ce type d'importation en raison du coût environnemental induit qui ne justifiait plus les profits dégagés. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les pays voisins tels que la Thaïlande, le Laos ou encore le Cambodge qui ont donc repris le marché. Les lois environnementales laxistes de ces pays permettant d'accueillir ces déchets. Toutefois, cette situation, elle ne va pas durer très longtemps car le gouvernement thaïlandais a décidé de prendre des mesures pour lutter contre l'importation de ces déchets. C'est une situation qui est assez complexe car cela repose sur un fond de trafic. D'un côté, on a le gouvernement thaïlandais qui a pris la décision de lutter contre ce trafic en faisant des descentes dans des décharges illégales et de l'autre côté, on a des trafiquants qui, dans le but de s'enrichir, décident d'accueillir ces déchets et de les importer. On pense notamment à la Malaisie, aux Philippines ou encore à l'Indonésie qui, depuis 2019, ont décidé de renvoyer des conteneurs entiers de déchets électroniques aux pays émetteurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un côté, on a les pays développés où la majorité de la consommation est réalisée et qui, pour des raisons purement financières, ne recyclent pas l'entièreté de leur consommation car cela coûte extrêmement cher. Ces produits, même en fin de vie, ils ont une certaine valeur et cela, notamment grâce à leur composition en différents métaux et notamment en matières précieuses. On pense notamment à l'or, au cuivre, au fer et j'en passe. En 2019, la valeur des matières premières contenues dans les D3E était estimée à 57 milliards de dollars, ce qui n'est pas rien. Même en gardant le pourcentage actuel de collecte et de recyclage, qui je le rappelle est légèrement inférieur à 20%, on pourrait récupérer rien qu'en matières premières à minima 10 milliards de dollars. En plus, si les bonnes conditions et si les précautions nécessaires sont prises en matière de santé et de sécurité, les activités de recyclage et de remise en état des D3E pourraient en outre créer des emplois verts partout dans le monde. En tout cas, pour l'instant, certes ces D3E représentent une certaine valeur, mais elles ne semblent pas suffisantes pour justifier le coût et la difficulté du recyclage. Et comme pour beaucoup de choses dans notre monde actuel, quand les coûts sont trop importants, on va voir ailleurs. Par ce processus, ces déchets rentrent dans les circuits illégaux sous fond de trafic. Ainsi, ces déchets, ils sont envoyés dans les pays moins développés, où la législation est plus laxiste, où les normes sanitaires sont moins strictes et le coût de la filière de recyclage sont moindres. Comment font les trafiquants en pratique pour transporter tous ces déchets? C'est tout simple. La grande majorité des déchets exportés sont présentés comme du matériel d'occasion réutilisable, ce qui n'est absolument pas le cas en pratique. C'est donc de cette manière que les trafiquants contournent les directives internationales. Forcément, il y a une multitude d'impacts qui sont de différentes natures à l'augmentation drastique de ces D3E. On va principalement se focaliser sur les conséquences environnementales, humaines et sociales. D'un point de vue environnemental, les trois régions les plus touchées dans le monde sont la Chine,
l'Inde et le Ghana. Dans ces régions, on retrouve une majorité de populations pauvres. Ce sont des zones avec une forte densité de population et la majorité des centres de recyclage ou ce qui s'y apparente se retrouvent dans des bidonvilles en périphérie des grandes villes. Ces trois régions, elles vont présenter des caractéristiques similaires en termes de conséquences environnementales. On va y retrouver la pollution des sols et des sous-sols, la contamination de l'eau, donc tout ce qui est nappes phréatiques, les cours d'eau, etc. On va y retrouver également la contamination de l'air à la suite de l'utilisation des combustibles toxiques et tout ce qui est amas de cendres toxiques. Et enfin, on va également retrouver la contamination de la chaîne alimentaire et des produits issus de l'agriculture en général. Concrètement, les phases qui s'avèrent les plus nocives sont les phases de démantèlement, de récupération et d'élimination finale des matériaux dangereux car les substances toxiques sont directement déchargées dans les sols et les sous-sols. Le brûlage des fils électriques contribue à polluer l'air ambiant et à former des amas de cendres polluants. Les combustibles toxiques, à savoir les pneus, la mousse isolante, etc., polluent les sites d'incinération par le rejet de substances, ce qui appauvrit la couche d'ozone et qui contribue à produire des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Enfin, les matériaux qui ne sont pas utiles sont enfouis sous terre ou abandonnés, ce qui contribue à cette pollution. Bref, vous l'aurez compris, les méthodes de recyclage qui y sont pratiquées s'avèrent extrêmement polluantes pour ces régions et surtout, elles ont des répercussions sanitaires massives sur les populations. Les travailleurs ne disposent pas de protection adéquate lorsqu'ils sont en contact direct avec les produits chimiques. Également, ils inhalent de la poussière, ce qui porte atteinte à leur système respiratoire, donc tout ce qui est toux, infection, suffocation, l'asthme, etc. Et ils souffrent également d'irritation des yeux. Ils sont exposés à des métaux lourds qui sont cancérigènes. On pense notamment au plomb, au mercure, au cadmium. Et ces métaux, ils endommagent les systèmes nerveux, sanguins, reproductifs, respiratoires, les reins et les os. Les enfants et les femmes enceintes sont une catégorie particulièrement vulnérable, parmi lesquelles on constate un taux de mortalité élevé et des anomalies au niveau du système reproducteur. En effet, on va retrouver beaucoup d'enfants qui sont recrutés pour collecter, démanteler et brûler les différents matériaux. Économiquement, cette industrie du recyclage contribue à créer de l'emploi et à apporter un revenu domestique à de nombreuses personnes. On parle de plus de 30 000 personnes au Ghana et de plus de 150 000 personnes à New Delhi. En Inde, au niveau national, ce secteur compte approximativement 3 millions de travailleurs, ce qui représente environ 0,23% de la population totale indienne. De plus, en travaillant dans un secteur informel, les travailleurs ne sont pas légalement enregistrés au niveau étatique et ils sont donc ainsi à la merci de leur employeur. Les travailleurs, ils ont des journées de travail très longues, ils n'ont ni sécurité sociale, ni droit au congé maladie, ni au congé périodique afin de se reposer et il faut savoir qu'ils travaillent en général tous les jours. Mais malgré tout ça, il faut bien comprendre que les gens de ces pays, ils ont quand même besoin de vivre et c'est pour ça qu'on assiste d'un point de vue social à des exodes ruraux, des gens qui viennent de la campagne directement dans les villes et généralement en périphérie de ces villes et qui s'entassent dans des bidonvilles pour pouvoir travailler. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez autant apprécié que j'aurais aimé parler de ce sujet. Vous l'aurez compris, on n'a pas pu aborder tous les sujets, forcément j'ai dû faire le tri. En tout cas, je vous invite à aller dans la description et à aller regarder les différents liens que j'ai pu mettre si vous voulez en apprendre un petit peu plus. En tout cas, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo qui sera plus axée sur les solutions qu'on peut mettre en œuvre, que ce soit à titre personnel ou au niveau de la société. Je vais tenter d'apporter mon point de vue personnel également. Donc voilà, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!